Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elise et bonjour Martin. Bonjour. Voilà, bienvenue donc à cette troisième séance du séminaire Très peu de récits, donc qui est co-organisée par les Beaux-Arts de Marseille et le Collège international en partenariat avec l'UNICEM et l'ESPAD. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Élise Florenti et Marcel Tournetti, je rappelle un petit peu leur filmographie. Donc, à la base, Marcel, donc, il est musicien, performeur, compositeur, diplômé en philosophie et en musicologie de l'université d'Humboldt. Il a aussi un master de l'UDK en Sound Studies. Et Élise, elle, elle a fait des études d'histoire et théorie du cinéma à la Sorbonne et puis aussi aux Beaux-Arts de Cergy. Et ensuite, elle a aussi fait deux post-diplômes aux Beaux-Arts de Lyon et aux Arts décoratifs de Paris. Donc, ils travaillent ensemble depuis 2005 et leurs films et vidéo-installations ont été montrés un peu partout dans le monde, dans différents centres d'art et festivals, notamment, et je cite pour des raisons évidentes, donc le FII de Marseille, où ils ont présenté donc The Sun Experiment en 2014, et puis en 2017, Conversation avec un cactus, que nous allons projeter ce matin, et qui a été récompensé avec le prix du festival EMAF, donc European Media Art Festival, qui se déroule à Berlin. L'année dernière, ils ont également présenté au FeedLab 2020 donc leur projet en cours de production, All in Blood, dont nous allons parler dans la séance de cet après-midi à 14h et qui fait donc suite au film présenté ce matin. Je voulais aussi, même si nous n'allons pas forcément beaucoup parler de ces deux films aujourd'hui, je voulais aussi citer Don't Rush et Back to 2069, qui ont obtenu le prix du court-métrage décerné par l'édition 2020 du Festival Cinéma du Réel, en tant que diptyque, je cite de la jeunesse grecque contemporaine dans une Europe politiquement déchirée. Alors, Élise et Marcel accordent beaucoup de soins à la construction de l'espace narratif de leurs films et c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé à leur travail dans le cadre de ce séminaire. Et ils cherchent souvent à fabriquer des récits hétérogènes qui se croisent à plusieurs endroits et qui mêlent des situations fictionnelles à des histoires enregistrées en mode documentaire. Donc, c'est-à-dire que dans leur travail, ils réfléchissent souvent à la question des formes de relais et de complémentarité possible entre le travail de la fiction et le travail du documentaire. Et puis, on trouve aussi, c'est un deuxième point que je voulais soulever en intro, on trouve aussi dans leur travail des caractéristiques de ce qu'on a convenu d'appeler depuis un moment les narrations spéculatives. Donc, c'est-à-dire que leurs films cherchent à explorer donc la force non linéaire du rêve, comme ils disent eux-mêmes, ou du délire, pour mieux démultiplier le réel. C'est-à-dire pour essayer de dédoubler ce qui est de l'ordre du factuel, voilà, d'une dimension fantomatique, onirique, au fictionnel, ce qui permet voilà, d'explorer le réel sans pour autant réduire le champ des possibles au plus probable. Donc, ce parti pris-là, qui consiste à vouloir interroger l'histoire et l'état du monde actuel à partir des rêves et d'expériences plus ou moins délirantes que cet état du monde inspire, on le retrouve aujourd'hui dans un certain nombre aussi de pratiques historiennes. Et donc, c'est encore un point de croisement entre pratique artistique et historienne dont nous pourrons parler peut-être un peu plus tard dans la discussion. Alors, aujourd'hui, pour animer la discussion avec moi, j'ai donc à mes côtés Maxime Guiton, donc, qui est le coordinateur de la recherche et de la programmation artistique aux Beaux-Arts de Marseille.
et qui a rencontré Élise et Marcel depuis un bon moment, donc ils ont déjà travaillé ensemble, et donc qui va aussi animer la discussion aujourd'hui avec moi. Merci. Merci Vanessa. Oui, effectivement, Élise et Marcel, c'est un peu une vieille histoire, parce que je pense qu'on a commencé à travailler l'un avec l'autre, d'abord avec Marcel, c'était peut-être vers 2008-2009. Comme Vanessa l'a rappelé, en fait, Marcel ayant une formation plutôt, l'amenant plutôt dans les territoires de la musique, c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, à travers d'entretiens menés chez lui à Berlin. Puis il y a eu ces commandes de texte autour de The Sun Experiment en 2013, une exposition à Campoli Presti, je ne sais plus trop en quelle année on l'avait organisée, avec Graham Thompson, Silvia Maglioni, Melissa Dobbin et Aaron Davidson. Et puis il y a eu effectivement au fil des années tous ces projets d'édition, de recherche que je vous ai vus mené, déposé, et que j'ai toujours suivi d'un œil très attentif. Et donc ce n'est pas très étonnant en fait, que vos noms réapparaissent au fil des échanges que j'avais avec Vanessa pour la construction de ce séminaire Que peut le récit. Je vais faire bref, hein. Je vais surtout vous laisser la parole, parce qu'il me semble que vous avez préparé un petit document vidéo d'une quinzaine de minutes, par lequel on va commencer cette séance, avant même de partager conversation avec un cactus. Donc il s'agit d'un document vidéo que vous avez préparé, spécialement pour la séance d'aujourd'hui, qui va revenir un petit peu sur votre parcours, ce qui va vous amener vers conversation avec un cactus, partager avec nous peut-être quelques documents préparatoires ou quelques éléments de recherche, pistes de recherche qui vous ont amené à ce film. On va donc regarder d'abord cette vidéo, puis on va lancer conversation avec un cactus. Donc un quart d'heure de présentation vidéo, le film qui dure 45 minutes, on vous laissera 50 minutes avant de revenir en ligne pour une discussion tous les quatre après la projection du film. Mais maintenant, je laisse la parole à Élise et Marcel. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci Vanessa et Maxime pour cette invitation. Nous aurions évidemment préféré être avec vous ce matin en chair et en os, mais nous avons préparé une petite introduction en image mouvement, comme l'a dit Maxime, qui n'est pas une interprétation ou une analyse de notre travail, mais simplement une sorte de catalogue descriptif qui montre comment conversation s'inscrit dans notre démarche, qui cherche à réfléchir sur et avec l'autre, c'est-à-dire le non-humain, dans un système où les hiérarchies sont abolies. Et comme l'a dit Vanessa, à partir d'une écriture narrative qui est très particulière, puisqu'elle est très onirique et qu'elle fait appel à une attention flottante, au délire et à l'hallucination. Alors pour cela, on a mis des extraits de films en boucle qui sont joués de façon simultanée. Et ça permet de voir comme ça des sortes de correspondances entre les formes et les contenus des films. Pour nous, c'était assez amusant puisque on s'est aperçu qu'il y a pas mal d'éléments qui sont en fait presque interchangeables d'un projet à un autre. Et ça permet aussi de cartographier un peu toutes les géographies que l'on a traversées avec des espèces de capsules de langue qui s'en émanent. Puisque vous allez entendre à la fois du portugais, du russe, du japonais, de l'allemand, tout ça. Donc c'est un éventail assez large qui revient à notre première collaboration en 2005. Et une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Marcel est né à Berlin-Est. Voilà, je voulais juste le préciser. Et moi-même dans le sud-ouest de la France. Donc là, je vais partager l'écran et lancer cette petite introduction. Voilà.
Grâce à une mosaïque patchwork d'extraits de films, nous voudrions vous montrer le cheminement de notre travail qui nous a amenés un jour à réaliser Conversation avec un cactus au Japon. Il s'agit seulement d'une petite sélection parmi les films que nous avons co-signés. La première œuvre qu'on voulait mentionner, c'est Kinocroft, un film d'animation 3D en noir et blanc réalisé en 2005 et sur laquelle Marcel a collaboré au niveau de la composition sonore, qui est très importante dans ce film. Ça raconte l'histoire d'un homme russe qui, après avoir eu une balle lui traversant le crâne, n'a plus le même rapport au langage et à l'espace. C'est un rapport tronqué, fait de disparitions et d'apparitions soudaines, qui le remplit d'effroi. Le film commence avec les lettres d'un mot qui sont instables, qui ne cessent de bouger, créant par association d'autres mots. C'est un film sur la réduction du langage, mais surtout sur une certaine résilience face à cette réduction et cette régression, et qui montre comment créer à partir de la perte et du manque. Le point de vue du protagoniste est déjà, à l'époque, un homme à la conscience altérée, ici par son handicap. Ça nous amène à la première vidéo qu'on a réalisée ensemble une année plus tard, Berlin Last Tape. Le titre du film est inspiré d'un livre de Beckett. On sait que Beckett, c'est un dramaturge irlandais qui a aimé dès le début écrire ses textes en français, dans un style maladroit et hésitant qui se corrige sans cesse. Il compose des œuvres minimales, abstraites, atomiques, moléculaires, dans la recherche du moindre, habitées par le manque, faites de petites phrases lacunaires qui se répètent. Dans un de ses textes, un homme revient sur un souvenir particulièrement traumatique de sa vie qu'il a enregistré, et il se passe et repasse la bande-son comme on remue un couteau dans la plaie. Comme on l'a déjà mentionné, Marcel est né à Berlin-Est, et dans cette vidéo, il rejoue aussi un souvenir, l'expérience de lui, enfant, dans une sorte de métro aérien, qui autrefois faisait le tour de la ville et qu'on appelle le ring, c'est-à-dire la boucle, et qui a été coupé lors de la construction du mur de Berlin. Malgré cela, il pouvait un peu apercevoir l'ouest grâce à un petit tronçon de route qui se trouvait plus haut que le mur lui-même et même plus haut que la forêt qui cachait le mur. Cette expérience fulgurante, il la raconte sur une bande de cassettes via un Walkman. Et les arrêts, les rewards, les forwards de la bande-son sont en quelque sorte rejoués à l'image avec des effets de mise en arrêt, de retour, de saute. Et c'est seulement à la fin que les deux bandes, images et son, se resynchronisent. Le point de vue du protagoniste est ici celui d'un enfant marqué par une image qui lui échappe. Und dort hinter den Fenstern, bemerkt mich denn jemand? Manchmal. Ensuite, notre vie professionnelle a fait qu'on a moins collaboré, mais on s'est retrouvés en 2010 pour mener un long projet au Mississippi. L'idée, là aussi, était de partir d'un roman, ou plutôt d'un personnage de roman. Il s'agit encore une fois d'un enfant, mais d'un enfant idiot, appelé Benji dans le roman de William Faulkner, The Sound and the Fury, le bruit et la fureur. On voulait retraverser le Mississippi d'aujourd'hui, toujours très marqué par des problèmes de ségrégation raciale, et l'observer à travers le regard tronqué de l'enfant idiot. C'est-à-dire un regard à la fois empreint de peur et d'émerveillement, de phénomènes non expliqués. Alors bien sûr, une fois sur le terrain, le projet a un peu dévié en fonction notamment des rencontres que l'on a faites. Et surtout notre rencontre avec Major Young, un Afro-Américain qui sortait tout juste de prison et qu'on a croisé à la lisière d'une forêt alors qu'on faisait des enregistrements sonores sur une voie ferrée désaffectée. Il nous a raconté en 10 minutes un peu toute sa vie dans une logorée délirante très afro-futuriste, puisqu'il dit qu'il taille des pierres qui proviennent de la planète Pluto, il se construit une pyramide, il a une source de jouvence chez lui, il boit l'élixir du jus de cactus, il a des centaines de chevaux, il est lui-même un guerrier zoulou, Geronimo, le roi Toutankhamon et même Jésus de Nazareth. The American white man didn't have a language. He took words out of the other language and made him a language. He didn't even have a calendar. He didn't even have a clock to keep his time. He didn't have nothing. And he brought my people here. I'm a king, and I know him from Egypt. Don't I look like King Tut? Ramses,
I'm from that bloodline. And when I ain't got nothing, I still walk like a king. Because I have royal blood. Comme on n'a aucune image de Major Young, on a retranscrit à l'image sur fond noir son discours, mais on a élaboré un petit twist, on a opéré un échange d'adresses entre le je et le tu, qui fait que quand il dit « look at me », « regarde-moi », on lit à l'écran « I look at you », « je te regarde ». Ce procédé d'inversion cristallise de façon extrêmement simple et puissante une sorte de communion et d'alliance entre lui et le spectateur. Après ce prologue, le film s'attache à montrer une attention particulière pour la nature qui est tentée par la littérature, mais aussi par la politique et l'histoire. L'année d'après, en 2012, on est invité à faire la résidence Capacete au Brésil, à Rio. Ça va opérer un tournant extrêmement fort dans notre pratique, car c'est là qu'on va être introduit à des auteurs, poètes et philosophes qui s'intéressent à l'anthropologie, et notamment Oswald de Andrade et son manifeste anthropophage, et Eduardo Viveiros de Castro et ses réflexions sur le perspectivisme amérindien. Pour le dire de façon très rapide, on a réalisé un court film-essai de 12 minutes intitulé « A Short Organon for the Hero ». C'est une réactualisation et prolongation d'un livre célèbre de réalisme magique, Macunaíma, le héros sans caractère de Mario de Andrade, qui a la particularité d'être raconté à travers des yeux d'un perroquet. C'est donc à partir de ce projet que le point de vue, ou du moins l'agent par lequel l'histoire est transmise, n'est plus un humain, même plus un idiot ou un malade, même plus un enfant, c'est un animal. On va voir comment ça va devenir dans les films suivants, des électrons et plus tard un cactus. Tout de suite après, en 2013, on a fait une autre résidence en Ukraine, dans un lieu qui s'appelle Isolatia. C'est une ancienne usine de produits isolants dans le Donbass, qui est maintenant devenue, vous le savez peut-être, une région autonome pro-russe. On a réalisé là, un an avant le début des conflits, The Sun Experiment, l'expérience du soleil, un film de 35 minutes qui se base sur une œuvre de jeunesse d'Andrei Platonov, une histoire de science-fiction dans laquelle des électrons cannibales se situant dans le soleil meurent et ressuscitent pour la cause soviétique grâce à un système de régénération utopique. On a travaillé pour ce film avec un groupe de scientifiques qui cherchaient, de façon DIY, à réactiver des expériences parapsychiques russes, notamment la possibilité d'influer sur un état psychique en connectant le cerveau à des infrafréquences très spécifiques. Avant de commencer le tournage, on s'est d'abord prêté à l'expérience. Ils m'ont branché sur une fréquence qui m'a mise dans un état de sommeil profond. J'étais consciente, mais je respirais très lentement et je voyais dans ma tête des pierres qui tombaient au ralenti dans un fond sous-marin. Marcel a été mis sous les effets artificiels d'un ecstasy où tout lui est apparu de façon très claire et cristalline. Tout ça, bien sûr, sans que l'on sache quelle était la fréquence sur laquelle ils allaient nous placer avant de commencer l'expérience. Pour les besoins du film, on leur a demandé de connecter notre jeune protagoniste sur les fréquences du soleil et on voit à travers un mode pseudo-documentaire que ça provoque réellement un effet psychique sur elle. Ses yeux se révulsent, sa tête tourne légèrement comme si elle était aspirée en arrière. On a ensuite imaginé des images mentales que cette expérience a pu, de façon fictive cette fois-ci, provoquer en elle. On la voit donc rencontrer d'autres personnages dans des lieux désaffectés, avec des voix fantômes qui sont tirées de films d'avant-garde réalisés pendant l'époque soviétique, jusqu'au moment où elle se connecte à une sorte de danse d'électrons et où la prophétie d'Andrei Platonov se déploie. В таинственной жизни электронов, составляющих эфир. Эфир — это крошево трупов микробов, электронов. Эфир не только кладбище электронов, но также матерь их жизни, так как мертвые электроны. Après cette expérience où les électrons deviennent les principaux agents de la narration, venons-en à présent à Conversation avec un cactus que l'on a tourné à Tokyo fin 2014 et où viennent, vous l'aurez compris, converger plusieurs points de films antérieurs. Tout d'abord, une focalisation non pas sur un agent humain, mais sur d'autres types d'agents. Ici, un cactus, après les électrons et le perroquet. Ensuite, le parti pris narratif de choisir de nouveau une jeune femme qui va enquêter sur une ancienne expérience parapsychique.
Et enfin, un rapport au langage non complexe, très pauvre, puisque l'expérience japonaise se base au départ sur l'apprentissage de l'alphabet japonais le plus simple, le katakana, à un cactus dans l'espoir, un peu vain, je ne vous cache rien, qu'il puisse former des mots. Le point de départ de ce film, c'est le livre La vie secrète des plantes, un best-seller américain de 1975 qui réfléchit sur la sensibilité végétale et les rapports entre la plante et l'homme. Parmi les nombreuses études du livre, on s'est intéressé à l'histoire plus particulière de monsieur et madame Hashimoto, un couple de Japonais et leur expérience avec des cactus. Seulement la description de cette expérience dans le livre, mais aussi dans le documentaire qui a suivi en 1978, était vraiment succincte. Elle tient à quelques lignes et on s'est demandé si on ne pouvait pas trouver davantage d'éléments au Japon. Après quelques recherches, on a trouvé une sorte de mini-laboratoire qui se cachait dans les sous-sols d'un grand immeuble du centre de Tokyo et qui est une toute petite pièce d'une vingtaine de mètres carrés et qui propose encore l'activation de machines créées par M. Hashimoto, qui est décédé malheureusement, et notamment son invention la plus connue, l'Alpha Coil, qui permettrait de guérir des cancers grâce à des fréquences alpha qui seraient diffusées dans le cerveau via une sorte d'anneau un peu futuriste. Il y avait aussi 2 machines pour converser avec des plantes que l'on a pu utiliser et y connecter le cactus. Et surtout, l'homme qui s'occupe du lieu, qui est assez bizarre, presque autiste, nous a donné pas mal d'archives qui permettent de comprendre un peu comment cette expérience a été relayée dans les médias au Japon et de suivre en quelque sorte la transformation de cette expérience en fable, puis en farce. On vous laisse découvrir cela dans le film tout en sachant que notre intention n'a pas été de démystifier l'expérience, mais de comprendre les enjeux encore actuels qu'elle soulève. De notre tentative de renouer avec notre habilité perdue de communiquer avec la nature, tout type d'expérience, même symbolique, est précieuse et à prendre en compte. Alors quand je dis notre habilité perdue, je pense à Walter Benjamin et son texte « Le narrateur », dans lequel il dit que l'âge où l'homme pouvait se croire à l'unisson de la nature a pris fin. Des planètes aux pierres, du ciel à la terre, rien ne recèle pour nous plus aucun message. Le temps où les planètes et les pierres parlaient avec les hommes n'est plus. Au-delà d'une dichotomie entre croyances rationnelles et sciences rationnelles, entre la figure du sorcier et celle du savant, il ne s'agit pas de se lamenter sur cet état de fait, mais de comprendre comment faire avec cette communication tronquée, manquante, pauvre encore une fois. Quels sont les actes de résilience possibles, les actes créateurs, même métaphoriques, possibles. Le film montre une sorte de spirale de métamorphose et de mutation. La figure du cactus est là comme un déclencheur, mais au fond, il est le prétexte à laisser la place à d'autres figures, d'autres agents, dont on reparlera à la fin de la séance. Ce n'est pas un film linéaire, il est construit sous forme de strates. Comme beaucoup de nos films, c'est un peu comme un oignon, et on passe parfois de façon spontanée d'une couche à une autre. Qui On reparlera de cette construction multicouche cet après-midi. On évoquera brièvement 2 autres films que l'on a réalisés après conversation avec un cactus. Il s'agit de Back 2069 et Don't Rush. 2 films tournés sur l'île de Lemnos, qui est une île grecque qui se situe au milieu de la mer d'Égée. On citera peut-être plus particulièrement Back 2069. C'est un film qui mêle plusieurs genres, le documentaire, la fiction et plusieurs formats d'images, le HDV, le Super 8 et l'image de synthèse. Le film suit un jeune homme qui a fui la crise à Athènes et s'est auto-exilé en quelque sorte sur l'île de Lemnos, qui est une île peu peuplée, aride et militarisée. Là, il est pris d'hallucinations qui le projettent autant dans un mythe homérien qui se situe pendant la guerre de Troie que dans un jeu vidéo de guerre récent, Altis, qui se situe en 2035 sur Lemnos. Après ces 2 films qui sont très importants pour nous et qui étaient notre façon de réagir à la crise économique mais aussi migratoire qui a touché fortement l'Europe mais surtout la Grèce, nous avons décidé de revenir aux enjeux de conversation avec un cactus et d'englober ce film dans une recherche plus large que l'on a nommée Nomina Nuda. Nomina Nuda englobe des installations, mais aussi la fabrication d'un nouveau film, All in Blood, tourné au Mexique. On reparlera de ce projet cet après-midi et de All in Blood, dont on a presque terminé le montage. Il fait un peu plus de 2 heures
Et on se penchera non seulement sur l'investigation que nous avons menée là-bas, mais aussi surtout sur la recherche formelle, narrative qui conserve une structure en multicouches, mais qui se construit autour d'un axe narratif beaucoup plus classique que dans nos films précédents. Pour l'instant, nous vous laissons vous plonger dans les méandres de conversation avec un cactus. On reviendra plus tard sur les anecdotes de la fabrication du film, quelles sont les pistes que l'on a empruntées, pourquoi on a pensé à un moment rejouer l'histoire à travers l'art du bunraku, l'art des marionnettes au Japon, puis ensuite avec un groupe d'acteurs kabuki. On n'a pas encore dit que c'est un film très musical et que la musique vient cimenter les différents éléments du film. La musique est essentiellement d'Alvin Curran, un compositeur américain qui vit en Italie. On expliquera aussi plus tard ce choix. Bonne projection.蝶が飛ぶ。海の青。落ち着くところなく。なんだか眠くなってきちゃった。最近あまり眠れていなかったのに。眠ったとしてもどうしても夢の中で起きてしまう。ところで夢の中で不眠症になったらどうすればいいか知ってる？夢専門のセラピストのところに行くと、セラピストが心配しなくていいという。最近は誰でも不眠症だから。彼はあなたの前にサボテンを置く。それに手を伸ばすと痛い。あなたの指から血が流れる。あなたは安心して、あ、夢じゃないんだと思う。でもその時サボテンが言うの。誰だ、俺の夢で叫んでいるのは。Scientists are saying, we conclude that the small size was caused by environmental stress imposed by an unusual event. The body size of the pale grass blue butterfly, and that's what it's called, this era has been used as an environmental indicator of radioactive pollution caused by the Fukushima reactor. Our study supports the idea that... Donc peut-être pour ouvrir la discussion par un commentaire un peu voilà, de l'ensemble du film, dont le point de départ est les cactus. C'est un peu l'élément déclencheur de cette histoire, mais après, donc ça n'arrête pas de s'élargir, un peu comme dans le mouvement d'une spirale.
en mouvement, où on n'arrête pas de s'élargir autour d'un centre qui au départ peut être le cactus, mais après il y a plein d'autres éléments, d'autres figures qui viennent s'ajouter à cette histoire. Par exemple le lion qui revient à plusieurs reprises, le chat, le papillon. Mais à chaque fois que ces figures reviennent, justement, elles reviennent avec une couche de sens en plus, avec une épaisseur en plus. Par exemple, le papillon, il n'arrête pas de revenir différemment. Et après, on apprend donc à la fin, qu'il était aussi, son corps était l'un des indicateurs utilisés pour évaluer la pollution radioactive causée par l'accident de Fukushima. Et là, il est pris dans une autre histoire, etc. Donc, c'est ce mouvement de la spirale qui finalement décentralise le récit et qui fait que toutes ces histoires parallèles, elles sont toutes prises dans un même mouvement. Et ça dit un peu aussi de quelque chose de la manière dont vous travaillez et dont vous menez vos enquêtes. Parce que de fait, il n'y a pas une évolution un peu de l'intrigue, par exemple. On ne sait rien de ce meurtre, peut-être, ou ce suicide de ce journaliste, l'expérience avec le cactus que mène aujourd'hui May, pourquoi elle le fait, pourquoi ça la travaille, qu'est-ce qu'elle cherche en faisant ça. On n'a pas vraiment de réponse à ces éléments-là. Donc, on a l'impression que c'est aussi une manière de mener une enquête qui est très particulière, qui n'est pas forcément pour élucider une énigme, pas pour expliquer quelque chose, mais un peu comme dirait Dana Haraway, pour rester avec le trouble. Il y a ce sentiment-là fort dans le film, qu'on n'explique rien. L'enquête, elle n'explique rien, elle n'élucide pas, mais c'est une manière de penser avec le problème et de se laisser troubler par lui. Voilà, donc je voulais vous peut-être commencer par là en commentaire, parce qu'il y a aussi, chez Haraway, évidemment, c'est aussi dans la manière dont elle construit ses récits, beaucoup de similitudes avec votre travail, cette idée de partir d'un objet, de quelque chose de concret, ici, maintenant, et puis de enlever les couches de l'oignon, jusqu'à aller jusqu'aux présences ou au contraire les remodeler les unes sur les autres. On ne sait jamais vraiment dans quel sens on va, si on épaissit ou si on rétrécit. Les couches de l'oignon, justement. Oui, donc il y a un peu de questions en une. La question de savoir ce que fait mais pourquoi elle le fait, et ce ne sont pas des questions que l'on se pose dès le départ. En fait, à chaque fois, nos films sont en eux-mêmes des intrigues, c'est-à-dire on lance un coup de dé, on se dit tiens, on va aller essayer de retrouver cet institut, ou on va partir sur les traces de cette expérience, qu'est-ce qu'on va trouver? Et non seulement on trouve des éléments, on a la chance d'avoir accès à cette micro-laboratoire qui existe encore de façon un peu miraculeuse. Mais aussi, on rencontre la protagoniste, mais qui va nous ouvrir certaines portes de ce qui se passe en ce moment au Japon. Et par exemple, quand elle parle de la mort de ce journaliste, Iwajima Saki, c'est parce qu'elle est très en colère contre le gouvernement, parce qu'on calfeutre sa mort en un suicide, et alors que plusieurs voix s'élèvent pour dire qu'il s'agit certainement d'un meurtre politique, puisque c'est un des rares journalistes qui ose parler de l'après-catastrophe sur les réseaux de télévision très regardés.
Et donc cette idée de la catastrophe, qui a encore un non-dit en 2014, alors que ça fait quand même quelques années que ça s'est passé, pour nous, elle va se cristalliser aussi à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut transmettre à ce cactus et dans quel langage elle le transmet. Et c'est un peu ce dont il était question dans l'introduction, par rapport à cette idée de langage tronqué, de langage un peu appauvri. Elle décide de lui parler en onomatopée, et ce sont des onomatopées qui sont là pour décrire d'un point de vue sensible une catastrophe, parce qu'en fait, il faut rappeler qu'il n'y a pas de mot catastrophe au Japon, ça n'existe pas. Et donc voilà, le film reste sur ce silence de la plante, et les énigmes ne sont pas résolues. It creates a certain eeriness that informs a whole environment of let's say abundance, and this abundance or this non-existence of an agency creates agency in this sense. So there's this whole notion of how this eeriness is actually constructing a narrative in this particular environment that we chose also to expose in the film, with these long shots that are very exposed to the spectator to enter into this kind of emptiness or void exposure, to fill it up with these kind of constructions laid out and to interconnect by itself. If this was something interesting to add now, but it's always this. Mark Fisher, he talks about this in his writing it was his last book before he suicided. He made a book examining film works and their relation to the eerie, and how this differs from the relation to the weird, and how the weird is actually never the other or approaching the other, but how the eerie is actually the thing that is more close to the other, because agency can be produced and accumulated. Il parle d'étrangeté, d'abondance, de ces plans longs. En fait, tu te réfères à ces notions-là pour qualifier les images, le régime d'images que l'on voit, mais ce qui est très surprenant pour moi, c'est que les termes que tu emploies sont ceux-là même précisément que j'emploierais pour parler de la bande sonore que tu as réalisée. Donc j'aurais aimé en fait pouvoir aussi engager une conversation. I'd like to start a short conversation with you, Marcel, about the sonic figures that you've created and composed, and how they interact in their eitheriness and abundance with the Canti Illuminati's composition by Alvin Curran. I'd like to know more about your choice and to know more about the propulsive function and role of a soundtrack in this film, which is anything but silent. It is a very, very musical film. Could you tell me more about first this, what you call the sonic figures? It's a very peculiar term that you've used, which really draws my interest. Yes, it starts with our first meeting back in 2009, I think, or 2008, when we made this radio conversation together about this collection of talking about this archive of Harry Smith. But to come back to the sonic figures, it's a collection of constantly evolving sound pieces, sound compositions, small fragments of narrations that always change or have changed, and they are just lying in this archive. They're being taken out and they're reappropriated. I mean, it's very intuitive because it's looking at texture and looking at a particular sonic device, and these pieces are often stereo pieces, so they can't really be remixed in their original form. So they have to be taken as a stereo mixed and rechanged. But it's basically coming from a collection, and this collection exists since a long time. And actually, Alvin Curran triggered
me to go back to this collection of these sonic figures, and it's just because of a kind of let's say I was haunted by the fact that there was something that I might have created that had a similar approach to what he was doing. So I was just interested to create a kind of conversation between these sonic figures and his piece. And I was really fascinated by the Canto Illuminati, which I discovered already in the 90s, and which came back to me in the early 10s during my studies. And then when we were shooting the film, me and Elise in Japan, we were receiving a message from Matthew Folgraf, which is a very good friend and conspirator, and he sent me the piece for re-listen, and I was struck that there was this kind of triangulum of signs that would come in, and I would revisit the piece in a totally new way, and I would actually for the first time understand that the context the piece was created. We would realize that the piece was recorded in the 70s. It came out of this notion of parallel to this. I mean, when looking at the 70s in this umbrella of a new minimalism arriving in the Western world, like Eastern knowledge of music conquering the Western, the hegemonic Western hierarchy of music. There was suddenly something very striking also in relation to the Hashimoto experiment. And we were really struck. I was really struck by the use of Ivan Kurin in Canto Illuminati, using the form of the ululation, which is a very very strong. It's basically used to respond or to honor or to mourn the death or the dead, and he uses this voice. He uses this form of lament in his piece, and he mixes this, and he dissolves this voice that gets delayed into in this mechanism of sound, of delays and machines, and it kind of drowns in this industrial complex of sound, which is like one could hear a machine or a motor, which could remind us of a train sound. One hears sirens or tones that could be a distant city or a harbor, or like these kind of industrial or industrial places that also create a longing by themselves, the way they were recorded on tape, played back into these weird setups of machines, where the information of where the sound would come from would kind of dissolve and it would become this texture. And so this piece and its complexity brought me to these sonic figures, and basically instructed me to follow a similar path of working and shaping and with these sounds. So it was actually, it was very helpful, because Ivan Kurin created the kind of Canto Illuminati created the kind of instruction for how to continue to work with the sound. And Conversation with the Cactus is basically a sound piece. There's a sound, like you say, there's a sound piece embedded that is so textural that it has also, that it creates in its verticality a certain space of silence and inaudibility. And it was a challenge to make this happen. Right.
this phrase, a conversation with Alan Curran, because the film is basically two parallel conversations, a conversation with the cactus and a conversation with the composer. Yes. I think that you can hear twice excerpts of Canti Illuminati, and I think the first time that you put an end to the excerpt, and you can hear May reciting the alphabet to the cactus, it sounds to me that May's voice has exactly the same tone. And yes, it's quite striking sometimes how if you're not familiar with Curran's work, of course you understand that the soundtrack is the work of a composer in the film, but it's really difficult sometimes to make any difference between the original work and the original soundtrack you composed, in terms of like using field recordings, cicadas, frogs, animals, trains, foghorns, ship horns. It's like a whole alphabet, which is like very specific to Curran's work that you have been also using. It's like a collective lament that is trying to tune to the same frequencies somehow. I mean, you probably know better, but as far as I know from my own research on this work, is that it's for Alvin Curran, it was very much also the tribute to the human voice, you know, and the human voice in its as an origin also of sound, and as an origin of transmitting information between humans or between each other. So there's something really, I don't know, it's very clear in the piece when you get the access to it, but you probably know more. I mean, you had many conversations with Alvin about the piece, I guess, also, and about many other things. But it's interesting what you say, this idea, the double conversation that exists in the film, and it's a shame actually that the Alvin conversation happens on a very subconscious level, but which we like, because we always like this idea of the plant having these two existences, the one above ground, taking the sunlight, and then the other existence in the subterranean, where it just draws into it goes into the darkness, feeding itself, nourishing itself, communicating with other forms of, with other agents. So there's this, it was interesting for us to have these two layers, and we decided that the musical layer would be this kind of subterranean form, which music often is in audiovisual works. Okay. Il y a aussi une sorte de parallèle entre le montage des images et le travail du son, peut-être, parce que on s'aperçoit que donc il y a ces nappes sonores qui sont aussi un peu oniriques, où on est dans une attention flottante, et puis il y a aussi ces points d'accroche qui sont tous à égalité, qui sont plus reliés au quotidien. Donc le bruit, ce qu'a cité Maxime, donc le bruit de la cuisinière, la pluie, l'ambulance, donc tous ces sons qui sont à égalité et qui viennent composer comme ce collective lament que tu viens d'évoquer, Élise. Et dans la manière dont est travaillé le montage aussi des images et des histoires, vous disiez aussi que, quand vous parlez du film, que donc il y a un fil narratif qui vient aussi être entrecoupé par des moments, par des séquences qui sont plus visuelles, plus contemplatives. Voilà, comme cette très belle séquence, par exemple, qui commence plus ou moins au moment où on voit Takeshi Kitano dans la série télé, et qu'ensuite il y a toute cette très belle séquence où on a vraiment cette impression d'embrasser le vide, où on voit aussi le ballet des néons, les passants qui se croisent, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de comment vous avez pensé, voilà, en parallèle, la construction du son avec
le montage des images. Oui, alors déjà, ça rejoint la problématique de la méthodologie. Quand on part, on ne pense pas encore à May comme un personnage principal, mais au moment du montage, ce personnage devient quelque part catalyseur, mais sa présence est quand même assez fantomatique. Encore une fois, on la voit au travers des vitres, on la voit, on l'imagine plus en hors champ, en train de faire des choses chez elle ou dans l'espace extérieur. Mais donc il a été à un moment donné important de donner du poids à sa présence et d'être en quelque sorte toujours pas de la voir elle à l'image, mais de voir un peu tout ce qu'on voit, toutes ces impressions comme des images mentales ou des choses auxquelles elle serait en train de penser et de mettre en relation. Et donc, on a comme ça des points d'accroche avec elle qui fait qu'on a l'impression qu'elle regarde une émission de télévision, qu'elle se prépare pour aller quelque part, ou elle écrit une lettre. Enfin, on a comme ça cette intimité avec elle, mais on est plus dans une sorte de processus mental qui va à un moment donné la pousser à la scène finale, qui sera de passer cette porte et d'essayer d'être en communion avec le cactus. Et la scène que tu mentionnais, c'est celle où on se retrouve avec Takeshi Kitano, qui est en fait le paroxysme de la façon dont on a transformé cette expérience en farce. On est vraiment à la fin, on est presque 15 ans ou 20 ans après que l'expérience a été menée, mais on en parle encore, ça fait encore partie d'un certain fantasme et d'un certain folklore dans le paysage médiatique du Japon. Et on choisit volontairement là de transcender un petit peu ce moment et d'en saisir simplement un écho et de voir où cet écho va se répercuter de façon très lointaine dans divers phénomènes, où le langage, en fait, devient de plus en plus poétique. Il y a cette relation au haïku, il y a ce petit rêve qui explique qu'on se réveille dans le rêve, quand il y a une certaine mise en abîme. Et donc, du coup, c'est un décollement du réel. On n'est plus du tout dans un attachement frontal et vulgaire à de l'information. On est comme ça dans une répercussion poétique qui nous élève en fait à une pensée autre et qui nous amène à penser notre environnement en dehors des classifications telles qu'on les connaît de dualité, de hiérarchie et de se mettre comme ça à l'unisson mais comme Marcel le disait avec la musique, une unisson qui est plus subconsciente en fait, il faut à un moment donné se décharger du monde comme information et être dans un autre type de relation. Pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, Élise, ce sentiment de décollement du réel et comment vous le construisez dans le film. Parce que par exemple dans cette scène avec Takeshi Kitano, donc il y a l'image qui est ralentie, il y a aussi le son de la voix qui est complet, il y a cette distorsion du son qui est très forte et en effet quand on le voit, on a l'impression que ce corps il est inhabité ou en fait que ça colle pas au corps, quoi, que voilà. Et donc je voulais aussi reprendre ça pour que tu parles un peu de un peu ce qui est hors champ le film, qui est votre intérêt aussi pour l'art Buranku japonais, parce que vous parlez, si vous pourriez parler un petit peu de ça, parce que j'ai l'impression que avec ces techniques complexes de séparation de la voix et du corps,
c'est des choses que vous réactivez dans le film aussi pour créer voilà, ce sentiment de cet écart, ce décollement par rapport au réel. Oui. Alors, dans le cas de... Je vais venir à l'art des grandes marionnettes du Bunraku dont tu parles, mais dans le cadre de... concernant cette scène-là, ce qui était assez intéressant, c'est que Kitano, de lui-même, est un peu sur la réserve. C'est-à-dire que donc c'est un sketch très connu qui s'appelle Kitano Beat, Bito Takashi. Et son coéquipier raconte comme ça une histoire un peu stupide, un peu risible, c'est-à-dire il dit que le cactus parle mexicain, déjà ça n'a aucune validité, et puis ensuite il dit qu'il l'attaque, enfin bref, donc il décolle comme ça, il le regarde un peu de façon là, qu'est-ce qu'il me raconte, mais après ça on a une image de Kitano lui-même, plus âgé, qui rejoue le sourire moqueur d'Einstein et qui nous ramène et je pense que là, à ce moment-là, il y a cette cristallisation, il y a un décollement et aussi une sorte d'humour sur la situation qu'on est en train de voir, mais aussi peut-être aussi qu'on est en train de vivre tous les jours, c'est-à-dire on a besoin de se décoller et d'être un petit peu comme ça suspect sur des questions de qu'est-ce qu'est la vérité, où se situe la vérité scientifique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vérités possibles et tout ça, c'est des pieds de nez aussi qui sont faits à nos catégorisations. Et ça rejoint aussi l'idée quand même fantastique. Moi, je trouve qui m'a vraiment accroché comme point vraiment accrocheur pour ce projet, c'est que Baxter et Hashimoto ont tous les deux utilisé des détecteurs de mensonges pour imaginer cette transmission d'une voix possible. Mais la question du mensonge est déjà au cœur d'une certaine façon de fabuler quelque part, tout en gardant une sorte de sérieuxité scientifique. Le trouble, il commence déjà là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il commence déjà avec la machine qui est là pour détecter le mensonge et jusqu'où on va valider ça d'un point de vue scientifique ou plutôt métaphorique. Ouais. Et par rapport à l'art du Bunraku, alors là, je fais faire un grand écart, on va dire. Au départ, quand on s'imagine partir au Japon, on n'est pas sûr qu'on va retrouver une quelconque trace de l'expérimentation de Hashimoto. On n'est pas sûr qu'on va trouver un institut, qu'on va pouvoir manipuler les machines, qu'on va avoir des archives et tout ça. Donc, on est encore dans une sorte de construction de comment est-ce qu'on peut parler de cette expérience-là aujourd'hui. Et on s'imagine qu'on va pouvoir peut-être rejouer des enjeux de cette expérience en utilisant l'art de la marionnette au Japon, qui est un art encore extrêmement puissant, puisqu'il est joué comme presque une forme d'opéra au Japon, qui dure des heures et qui est très institutionnalisé aujourd'hui, mais qui est immuable. En fait, rien n'a bougé depuis 400 ans presque, dans les répertoires, dans la façon de jouer. Mais on est très intrigué par la façon dont ces marionnettes sont manipulées. Il faut 3 personnes, une personne qui s'occupe de la tête, une autre des bras, une autre des jambes. Et ces personnages-là sont à moitié cachés, c'est-à-dire ils sont une ombre noire, mais en fait ils sont quand même extrêmement présents sur scène. C'est comme une danse qui se donne à voir avec la marionnette. C'est pas du tout le système de la marionnette avec des fils où on est caché par-dessous et on va manipuler une pseudo-poupée qui devrait s'animer d'elle-même. Non, là, on met en scène tout le processus de l'articulation de la marionnette. Et en plus de ça, il y a un chanteur qui fait la voix des personnages et il y a aussi des musiciens qui accompagnent le texte.
Donc, et voilà, et ils suivent une sorte de composition qu'ils ont devant les yeux, enfin ou qu'ils ont dans la tête, mais ils ne sont jamais vraiment en symbiose. En fait, ils ne font que faire leur propre partition. C'est une sorte de compétition parce que chacun veut l'attention du spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se rendre compte que l'orateur est particulièrement intéressant, donc nos yeux vont se river sur l'orateur. Mais pour revenir à notre intention de départ, on s'est dit peut-être ce serait intéressant de rejouer cette expérience avec ce processus de marionnette, puisqu'on est dans un système de ventriloquie, c'est-à-dire qu'on prête une parole à la marionnette, et un peu comme on l'avait préconçu au départ de l'Europe avant de partir au Japon, on peut prêter une voix au cactus. Et puis bien sûr, une fois sur place, cette analogie, elle n'a pas pu se concrétiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces deux chemins ne se sont pas rejoints totalement. Mais par contre, il n'en reste pas moins que c'est un art qui nous intéresse énormément et pour lequel on a fait une énorme recherche puisqu'on est allé jusque dans des îles extrêmement reculées où cet art est particulièrement bien conservé et on est resté pendant plusieurs semaines avec des maîtres de bunraku. Et dont on voit encore quelques traces dans le film. We were just really interested by the relation between the two, like the visibility, the decision for the bunraku not to hide anything, not to expose all the mysteries in theater. Like you see where the voice comes from, you see who is manipulating the puppet. And the one who is manipulating the puppet appears like a metaphorical shadow of the puppet. So we were just really interested to reenact the mystery of the Hashimoto experiment and the connotation or the meaning or the agency the cactus plant was given by the Hashimoto couple, and to test it in this form of the bunraku. It was a clear it was a must. It was like a vision, a clear vision for us to realize. But especially because of this very modern separation of voice, body, and who gives let's say life to the body of the puppet. The one that speaks through a voice by a third person. So there was a really interesting a mechanism that we wanted to backtest with and that failed because when we and arrived, it failed because you already yes, said yeah. It was very interesting to feel the rejection of a tradition, because it was really the tradition of bunraku that rejected us to infiltrate and to actually take this modern concept that is already many hundred years old, but they would not allow a Western idea entering into this tradition to modify or to tell a new story. Ça a échoué d'un point de vue pratique, comme Marcel le dit, puisqu'on a reçu énormément de résistance de la part des gens qui font des bunraku pour essayer de réinterpréter cette histoire. Mais surtout, ça a échoué parce qu'on a compris que notre intérêt se situait peut-être ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut questionner, interroger cette séparation et on a cherché aussi par d'autres moyens à la fois de la présenter en tant que telle, cette séparation, mais aussi de la dépasser. On aurait voulu aussi parler peut-être un peu de l'importance de la nuit dans le film, mais aussi de tout le travail avec le jeu d'ombre et comment vous vous servez aussi, donc inspiré par la vieille histoire du théâtre d'ombre, et comment vous vous inspirez aussi de ce jeu d'ombre pour justement donner vie à l'inanimé ou réanimer l'inanimé. Bon, c'est
quand même une constante dans votre travail. Donc là, on n'a plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots autour de ça pour terminer. Autrement, c'est un sujet aussi qu'on peut aborder cet après-midi à 14h quand on parlera du projet All in Blood. Je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question pour cet après-midi, puisqu'il y a une grande partie du film qui se plonge dans la nuit. Je pense que c'est un espace limite où on vient comme ça renverser des hiérarchies et renverser des certitudes, et que on profite de ce moment d'opacité pour faire apparaître des choses qui n'apparaîtraient peut-être pas en plein jour. Et donc c'est un double mouvement entre quelque chose qui est obscur, mais en même temps qui vient comme ça s'animer de par cet environnement sombre, et d'un point de vue physique, mais aussi symbolique. Donc je garderai la question pour cet après-midi, notamment quand on parlera de ce long voyage dans la forêt de cactus de Zapotitlan. Je propose alors peut-être d'arrêter là la séance du matin. On va se retrouver à 14h. Bon appétit. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.